Et si on pouvait comprendre tout un univers de croyances sans jamais connaître les réponses, juste en regardant les questions? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va plonger dans un questionnaire de 20 questions sur la magie blanche. Mais attention, le but, c'est pas d'y répondre, non, non. L'idée, c'est de l'utiliser comme une carte pour reconstituer, morceau par morceau, toute la vision du monde qu'il cache. C'est un peu comme si on essayait de rebâtir un grimoire, un livre de sorts, juste en se basant sur les questions qu'il pourrait poser. Alors, par où on commence? Eh bien par le début, tout simplement. Le questionnaire, il va droit au but avec la question la plus fondamentale qui soit. Qu'entendez-vous par magie blanche? C'est la base de tout, le point de départ. Avant de parler de rituels, d'ingrédients ou quoi que ce soit, il faut poser le cadre. De quoi parle-t-on exactement? C'est ça la première étape. Voilà, on est en plein dans le mille. On aborde les fondations, la définition et l'éthique de la chose. Parce qu'avant de toucher aux outils, avant même de penser au rituel, le questionnaire nous force à réfléchir à l'essentiel, à l'intention. C'est quoi le but, au fond? Et surtout, quelles sont les règles du jeu, les limites morales? Et tout de suite, dès la deuxième question, on trace une ligne dans le sable. On nous demande la différence avec la magie noire. Et là, on comprend immédiatement qu'on est dans un monde de dualité. C'est blanc contre noir, le bien contre le mal. D'un côté, on a une pratique qui cherche à aider, à guérir, à construire, et de l'autre, son miroir inversé, son ombre, qui, elle, chercherait à nuire, à contrôler, à détruire. C'est vraiment la toute première pierre de l'édifice moral qu'on est en train de bâtir. D'accord, mais alors, concrètement, ça sert à quoi? Le but final, c'est quoi? La question 8, elle, ne tourne pas autour du pot. Quel est le rôle principal de la magie blanche? Et ce qui se dessine, c'est assez clair. Il ne s'agit pas de chercher le pouvoir pour le pouvoir, pas du tout. On parle plutôt d'une force pour, disons, influencer positivement le cours des choses. Que ce soit pour se protéger, pour guérir, ou même pour trouver l'amour. Bon, maintenant que les grandes idées, l'éthique sont posées, il est temps de mettre les mains dans le cambouis, si on peut dire. On passe de la théorie à la pratique, on va s'intéresser aux questions qui touchent au matériel, aux objets concrets, bref, à l'hôtel, ses outils et ses ingrédients. Et au centre de cette pratique, la question 3 nous présente en élément clé l'hôtel magique. Attention, ce n'est pas juste une table, c'est bien plus que ça. C'est un espace consacré, un point de convergence pour les énergies. C'est en quelque sorte le bureau du praticien, l'endroit où tout se passe, là où le monde visible et le monde invisible se touchent. Ok, et on met quoi sur cet hôtel? Les questions 4 et 7 nous donnent quelques indices. C'est comme jeter un œil dans la boîte à outils. On parle d'encens, sûrement pour purifier l'atmosphère, mais aussi, et c'est intéressant, d'ingrédients très précis pour un rituel de retour affectif. Là, on voit bien que la magie, elle est connectée à des choses très humaines, très concrètes. Et ce qui est fou, c'est le niveau de détail. Le questionnaire ne demande pas à quoi servent les bougies. Non, il demande très spécifiquement le rôle de la bougie rose. Ça nous montre qu'il y a un code couleur super précis où chaque teinte a son job. Le rose, ici, c'est sans surprise l'amour, la tendresse, les sentiments, ce qui colle parfaitement avec ce fameux rituel de retour affectif dont on vient de parler. Tout est lié. Allez, on change d'échelle. On a regardé de près les outils sur l'hôtel, ce microcosme. Maintenant, le questionnaire nous fait faire un zoom arrière. On va s'intéresser au tableau d'ensemble, au macrocosme, les grandes forces de la nature et du ciel qui entrent en jeu. Ici, on comprend une chose. Le timing, c'est la clé. La question sur la meilleure phase de la Lune, elle est cruciale. Ça nous dit que la magie blanche, ce n'est pas quelque chose qu'on fait n'importe quand, sur un coup de tête. C'est un art qui demande d'être en harmonie avec les cycles de la nature. Et le premier de ces cycles, le plus évident, c'est bien sûr celui de la Lune, ce grand symbole de croissance et de décroissance. Et ce lien avec la nature, il va encore plus loin. La question 18 nous parle des 4 éléments fondamentaux. Terre, air, feu, eau. On est bien d'accord, ce n'est pas un cours de chimie. C'est une grille de lecture du monde, une carte symbolique. Chaque élément est une force primordiale, une énergie avec laquelle le praticien doit apprendre à travailler. Et pour que ça reste bien concret, la question 19 fait le pont entre ces grandes idées et un truc tout bête du quotidien. Elle nous demande à quel élément le sel est associé. Le sel, le truc qu'on a tous dans notre cuisine. Et ici, il est lié à l'élément terre. Ça veut dire qu'il représente sûrement la stabilité, la purification, l'ancrage. C'est un exemple parfait de comment un objet banal peut être chargé d'un sens symbolique très fort. Et là, attention, la structure du cosmos se précise encore. La question 14, c'est du lourd. Elle dévoile tout un système de correspondance hyper détaillé entre les jours de la semaine, les planètes et les métaux. Lundi, c'est la Lune et l'argent. Mardi, c'est Mars et le fer, et ainsi de suite. On découvre une vision du monde très ancienne, une véritable horlogerie cosmique où tout est connecté. Chaque jour a sa propre couleur, son énergie planétaire, ce qui doit forcément influencer le choix des rituels.
Ok, on a vu les outils, on a vu les influences cosmiques, maintenant on entre dans la partie la plus conceptuelle, on va dire, la dernière section. Le questionnaire nous emmène vers l'invisible, les symboles, les entités et les grandes croyances qui sous-tendent tout ça. Et dans cet univers, les mots ont un poids énorme. La question 9 insiste sur une différence très importante entre l'invocation et incantation. C'est pas la même chose du tout. Une invocation, c'est un appel. On demande à une force extérieure, à une entité, de venir participer. Alors qu'une incantation, c'est une formule qu'on prononce pour modeler l'énergie, pour lancer le sort soi-même. La nuance est fine, mais elle est absolument capitale. Ce langage des symboles, il ne s'arrête pas aux couleurs des bougies, bien sûr. La question 15 s'attarde sur le diamant, symbole de pureté, de force, d'indestructibilité. Et juste après, la question 16 revient aux couleurs, mais les plus fondamentales. Le rouge, pour la vie, la passion, le noir, qui peut être le mystère ou le rejet, et le blanc, évidemment, pour la pureté et la protection. On a tout un dictionnaire symbolique qui se met en place. Le temps, il n'est pas juste rythmé par la lune ou les planètes, il y a aussi un calendrier de fêtes. Le questionnaire parle de Halloween et de Beltane, deux moments forts du calendrier païen, des charnières dans l'année. Mais, et c'est là que ça devient vraiment curieux, la question 12 demande la date de la fête satanique. Pourquoi mettre ça là ? C'est très révélateur. Ça montre que cette magie blanche se définit aussi par opposition, en se démarquant clairement d'autres croyances. Et attention, cet univers n'est pas vide, il n'y a pas que des forces abstraites. La question 13 est d'une précision chirurgicale. Elle demande de nommer les anges de la sphère de Mercure, pas n'importe lesquels. Ça nous apprend qu'il y a toute une hiérarchie d'êtres célestes, des sortes d'intermédiaires. Et le choix de Mercure n'est pas un hasard, c'est la planète de la communication, de l'intellect. On peut donc imaginer que ces anges-là sont des messagers, des gardiens du savoir. Et là, c'est la question qui vient tout chambouler. La belle séparation nette entre blanc et noir qu'on avait au début, la question 17 vient mettre un grand coup de pied dedans. Elle demande si les démons peuvent servir en magie blanche. C'est super provocateur comme question. Ça suggère que, peut-être, la frontière n'est pas si simple. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Est-ce que l'intention du magicien est plus importante que la nature de l'outil qu'il utilise ? Ça laisse songeur. Et pour finir en beauté, le questionnaire nous laisse avec la question ultime. La plus grande, la plus vertigineuse de toutes. Après avoir parlé outils, planètes, anges et même démons, on se retrouve face à ça. Que pensez-vous de Dieu ? Là, évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une porte immense qui s'ouvre et qui replace tout ce qu'on vient de voir dans une perspective philosophique beaucoup, beaucoup plus vaste. Et c'est sur cette interrogation, sur ce mystère, que s'achève notre petite exploration.